Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. J'aimerais vraiment me lancer dans le stream et créer une communauté en plus de YouTube. Et je pense que faire des jeux horreur et des FAQ et plein de petits projets comme ça, ce serait l'occasion de faire quelque chose de différent que sur YouTube. Bref, si jamais ça vous intéresse, il y a un lien dans la description pour vous abonner et ne rater aucun live. Concernant les histoires de ce soir, comme d'habitude, elles sont déconseillées aux moins de 16 ans parce qu'il va y avoir du gore, il y a des thèmes abordés qui sont pas forcément adapté pour tout le monde. Vous commencez à avoir l'habitude, mais bon, faut quand même le dire pour les trois du fond. Salut d'ailleurs les trois du fond. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je me suis dit que j'allais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a déjà un petit moment et qui fait son petit effet. Ça nous permettra aussi de nous relaxer après s'être fait caca dessus durant toute la vidéo. C'est totalement bonus et bien sûr dû au référencement et à la YouTube Moula. Je la raconterai en fin de vidéo et serai ainsi brûlé sur un bûcher pour être la pire merde sur cette planète. Les amis, nous allons à présent directement passer à la première histoire. Notre première histoire commence en 2017 avec une jeune femme de 27 ans du nom de Lydia Makarchuk. Lydia a quitté son pays d'origine, l'Ukraine, pour déménager en Angleterre dans la petite ville de Bracknell. À son arrivée, elle se débrouille financièrement en trouvant du travail en tant que comptable dans un hôtel pas très loin de chez elle et son quotidien se transforme vite en métro boulot dodo puisque sa vie consiste exclusivement à travailler, économiser de l'argent et aller à l'église. Vous vous doutez donc que sa vie sociale prend un coup et vous allez voir que ce détail a toute son importance pour la suite de l'histoire. Un dimanche, alors qu'elle boit tranquillement son café à l'église, un autre membre de son groupe nommé Norbert engage la conversation un peu maladroitement en complimentant ses chaussures. Cette journée-là, Lydia est agréablement surprise d'apprendre que Norbert est lui aussi expatrié, autrement dit, lui aussi a quitté son pays d'origine pour venir en Angleterre. Le reste de l'après-midi, les deux vont continuer à discuter et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir trouvé cette rencontre très agréable et de s'être même trouvés mutuellement très attirants. Ils vont se pécho quoi, arrêtez de passer par quatre chemins. Le dimanche suivant, ils se rejoignent à la messe et finissent même par s'échanger leurs numéros. Après avoir tapé un sac par terre, les deux tourtereaux se marient, mais information importante, la famille de Lydia n'a pas pu être présente ce jour-là. Ils ont donc décidé que leur lune de miel se ferait en Ukraine, mais pour plusieurs raisons, la date de leur lune de miel n'a fait que d'être reportée inlassablement. Finalement, en septembre, le voyage se concrétise et Lydia est très heureuse puisque son mari va enfin pouvoir rencontrer Miroslav, son frère, avec qui elle est très proche et est donc impatiente que Norbert puisse échanger et tisser des liens avec lui. Étant donné que Lydia a beaucoup de familles à visiter durant son voyage, Miroslav a préparé une petite sortie nocturne en camping en fin de semaine afin d'avoir la chance de passer un peu de temps avec sa sœur et son beau-frère au calme. Et nous reprenons justement cette histoire lors de cette nuit de camping qui aura lieu au Carpathian Mountain Range. C'est un endroit magnifique, les paysages sont incroyables et Miroslav a justement réservé une nuit de camping dans une partie de cette forêt qui leur permettra justement d'avoir une vue magnifique et imprenable. Comme convenu, Miroslav ainsi que sa sœur et son mari préparent leur ascension et après 2 heures de marche se retrouvent enfin sur le site du camping. Une fois arrivés, ils posent leur tente, allument un feu et se mettent en cercle afin de passer un moment convivial. Ce qui est absolument dingue dans cette histoire, c'est que plusieurs photos ont été prises, dont une lors de leur arrivée au camp, où tout se passe relativement bien, tout le monde se raconte des histoires, et une deuxième photo qui a été prise juste avant un terrible événement qui marquera un tournant décisif dans notre histoire. À ce moment-là, il est environ 8 heures et le soleil commence doucement à tomber. Tout le monde s'arrête alors de parler pour profiter de cet instant magnifique, et quelques minutes après, les montagnes et la forêt sont plongées dans le noir. À présent, Miroslav et son beau-frère peuvent enfin discuter et apprendre à se connaître davantage. Ils échangeront un peu plus de 2 heures avant que Norbert ait l'idée de descendre de la montagne pour aller à sa voiture et chercher une caméra. Une fois lui aussi disparu dans la nuit, Lydia commence à entendre un bruit étrange. Il s'apparente à un sifflement,
mais elle n'a aucune idée d'où il provient. Une chose est sûre, même si ce n'est pas une experte en la matière, elle est quasiment persuadée qu'il ne s'agit pas d'un animal qui rôde autour d'elle dans la forêt. Après quelques secondes, le bruit de sifflement ne s'est pas estompé, en fait, il est même encore plus fort. Elle cherche désespérément autour d'elle la provenance de ce bruit étrange, et quelques secondes plus tard, c'est le blackout total. Elle se rappelle simplement avoir entendu un énorme boom suivi d'un coup sur son visage et d'avoir été projetée au sol. Pendant un certain temps, Lydia ne voit absolument plus rien. Elle n'entend qu'un bourdonnement sourd dans ses oreilles et lorsque son ouïe revient, elle entend des lamentations terrifiantes. Celles-ci viennent de ses proches et même si elle n'est toujours pas en capacité de voir, elle sait que cette horrible chose qui vient de lui arriver est arrivée à tous les gens autour d'elle. C'est à ce moment que Lydia entend son nom être répété plusieurs fois et elle reconnaît instantanément la voix de son mari. Elle n'est toujours pas en capacité de voir, mais elle l'entend s'approcher d'elle, la prendre dans ses bras et en réunissant toutes ses forces, elle lui demande simplement ce qui s'est passé. Il y a alors un long silence et son mari répond simplement « c'est grave ». C'est très grave. Mais alors que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Eh bien les amis, vous n'allez jamais le croire, mais avant d'être un endroit prisé par les campeurs, cette montagne a en fait été le théâtre de plusieurs bombardements durant la Première Guerre mondiale. Et parmi toutes ces bombes qui ont été lâchées dans cette forêt, il se trouve qu'en fait, une d'entre elles n'a jamais explosé. Et celle-ci se trouvait littéralement sous le campement de Lydia. Pendant des centaines d'années, des milliers de campeurs sont venus passer leur soirée et ont allumé leur feu au-dessus de cette bombe sans savoir qu'elle se trouvait sous leurs pieds. Et avec le temps, la chaleur et le feu ont tout simplement commencé à éroder la bombe et millimètre par millimètre, celle-ci s'est creusée jusqu'à ce terrible jour où la coque a complètement cédé, laissant le feu accéder à l'intérieur de la bombe et la faisant exploser. Le sifflement que Lydia a entendu était effectivement non pas un animal, mais bien la bombe qui prenait feu sous ses pieds sans qu'elle en ait la moindre idée. Et cette énorme douleur qu'elle a ressentie sur le visage, c'est tout simplement des éclats de shrapnel, autrement dit des bouts de la bombe, qui lui ont explosé à la figure. Cette nuit-là, Lydia survivra à ses blessures grâce à un vrai miracle, mais malheureusement, son frère aura été déchiqueté par l'explosion, le tuant sur le coup. L'image que vous voyez actuellement est tout simplement une photo qui a été prise 1 minute avant l'explosion de la bombe. Première histoire très cool, franchement, c'est terrifiant parce qu'il y a énormément de forêts autour de chez moi. Et en fait, j'ai aussi beaucoup d'endroits qui ont été le théâtre d'horribles choses durant la Première Guerre mondiale. Et ça m'est littéralement arrivé de retrouver des balles de pistolet qui datent de la Première Guerre mondiale dans les forêts à côté de chez moi. Il y a aussi des trous et des éclats d'obus un peu partout. Donc, petit conseil, faites attention quand vous allez en forêt, si vous ne voulez pas finir déchiqueté. Car oui, il y a toujours de bons conseils sur cette chaîne YouTube, comme vous le voyez. En tout cas, j'ai bien aimé ce petit thread. C'est vraiment la définition d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la prochaine histoire. Les amis, cette prochaine histoire, elle est très bizarre, dans le sens où il va y avoir énormément de sujets différents qui vont être abordés en même temps. Et on va avoir du paranormal, du meurtre, de l'affaire non résolue. Bref, c'est un espèce de gros mélange de plein de choses. C'est bouillabaisse le machin. Et en plus, l'histoire, elle est super vintage puisqu'elle s'est déroulée en 1997. Et c'est du coup à cette année que nous faisons la rencontre de Erasmus, un forgeron de Virginie occidentale qui est justement en train d'éteindre son feu pour finir sa journée de travail. Erasmus avait prévu de rentrer plus tôt cette journée-là et s'apprête alors à sortir et verrouiller son magasin lorsqu'un client de dernière minute lui demande ses services. Erasmus comprend tout de suite qu'il devra travailler tard encore une fois et demande alors à son assistant d'aller prévenir sa femme et de lui demander si elle a besoin d'aide pour quoi que ce soit. Rappelez-vous bien qu'on est dans les années 1997, c'est effectivement pas très commun d'entendre un mari s'occuper de telle sorte de sa femme, mais Erasmus a une bonne raison de le faire, car même s'il en a encore parlé à personne, ils attendent un heureux événement, puisque sa femme est enceinte. Et du coup, il veut la ménager le plus possible.
Alors une nouvelle aussi importante, vous vous doutez bien que d'habitude on en parle à ses proches, donc pourquoi vouloir le garder secret? Eh bien tout simplement parce que les proches de Zona, qui est du coup la femme d'Erasmus, n'approuvent pas vraiment la relation entre les deux, à cause principalement de leur différence d'âge puisqu'elle a 23 ans et lui en a 35. À côté de ça, ils ont fait les choses très vite, ils se sont rencontrés, puis mariés en 3 mois, ont acheté une maison et rapidement Zona est tombée enceinte. Malheureusement pour eux, tout ne se passe pas comme prévu, puisqu'une autre raison pour laquelle le couple ne veut pas en parler, c'est tout simplement que Zona rencontre de grosses complications avec sa grossesse. Elle est tout le temps malade et supporte très mal sa nouvelle condition. Pour revenir à notre histoire, Erasmus est tranquillement en train de forger un nouveau fer lorsqu'au même moment, son assistant arrive chez lui et entre par un petit portillon pour se trouver devant la porte en attendant que Zona vienne lui ouvrir. Sauf que c'est le silence total autour de la bâtisse. C'est une situation très étrange puisque Zona est connue comme étant une femme qui aime énormément parler et donc qui ouvre la porte relativement rapidement à ses invités pour engager une conversation. Autrement dit, la situation est étrange. L'assistant toque une nouvelle fois à la porte, mais encore une fois, personne ne répond. Il décide alors d'entrer dans la maison et à sa grande surprise, il n'y voit personne. Les pièces sont totalement vides et pas une seule trace de Zona à l'horizon. Il se déplace alors vers l'escalier de la maison et là, ce qu'il voit va le terrifier. Zona est par terre, en bas des escaliers, les yeux fermés et un bras sur le ventre. Elle est totalement immobile. Il l'appelle plusieurs fois, mais en voyant qu'elle ne réagit pas, il décide de courir chez lui et d'aller prévenir sa mère. Celle-ci lui explique alors qu'elle va appeler un médecin et que pendant ce temps, il ira chercher Erasmus. Lorsque celui-ci arrive sur place pour examiner Zona, il y trouve l'assistant ainsi que plusieurs voisins autour d'Erasmus, tenant sa femme dans ses bras, en pleurs et en lui caressant les cheveux. Le docteur décide alors de poser le corps de Zona sur la table afin de procéder à une examination. Erasmus se place alors derrière sa femme et continue à lui tenir la tête en lui faisant des caresses sur les cheveux. Retenez bien cette information puisqu'elle est tout simplement capitale pour la suite de l'histoire. Le docteur bouge le corps de Zona dans tous les sens et en conclut que celle-ci est malheureusement décédée. Et ce, des suites de complications de sa grossesse et de sa chute dans les escaliers. L'enterrement aura lieu le lendemain matin et durant la cérémonie, Erasmus est tout simplement anéanti. Il pleure toutes les larmes de son corps puisqu'il vient de perdre non seulement sa femme, mais aussi son enfant. Il lui enroule autour du cou son écharpe préférée avant que le cercueil ne se referme et que celle-ci soit enterrée. Durant cette cérémonie, tout le monde est choqué, non pas de la tristesse d'Erasmus, mais de la réaction de la mère de Zona, qui semble être plus énervée qu'autre chose, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Jusqu'à maintenant, il faut savoir que vous avez absolument toutes les informations nécessaires pour comprendre cette histoire. Elles n'ont juste pas encore été mises bout à bout, mais ne vous en faites pas, ça va très vite venir. Les jours qui suivent, la mère de Zona est plus qu'étrange. Les habitants qui viennent lui remonter le moral ou lui déposer de la nourriture se voient jeter de la maison, des bougies sont allumées dans toutes ses chambres et celle-ci fait les 100 pas à longueur de journée. Pour ne rien arranger, lorsqu'elle sort pour aller faire les courses, elle évite tout contact avec ses voisins et les gens du village. Et lorsqu'on lui demande la raison de son comportement, elle coupe court à la conversation et fuit tout en regardant derrière elle comme si quelqu'un la suivait. La situation ne s'arrange pas non plus à la maison puisqu'on apprend que son mari a dû la quitter et aller dormir dans la grange. Tout ça pour la laisser seule durant la nuit et en gros elle est complètement en train de péter les plombs. Quelques jours plus tard, la mère de Zona sort de chez elle, mais cette fois-ci avec un regard bien différent. En effet, celle-ci semble sûre d'elle, pas effrayée le moins du monde et surtout très énervée. Elle se rend directement chez le procureur et ne prend même pas la peine de toquer, elle entre directement dans son bureau et demande à lui parler. Ce fameux procureur a entendu de par les voisins du village que la mère de Zona avait complètement pété un câble et il était donc soulagé et intrigué par sa venue, puisqu'elle semblait enfin se reconnecter avec le monde extérieur. Et pourtant, le procureur n'a aucune idée de ce qu'elle s'apprête à lui révéler. En effet, pendant environ 2 heures, la mère de Zona va tout simplement lui expliquer la vérité quant à la mort de sa fille. Et bien qu'au début,
il soit assez mitigé face à ces accusations et ces théories, à la fin de l'entretien, le procureur est quasiment convaincu qu'elle dit la vérité. Et il comprend alors qu'il doit faire une terrible chose qui est de retourner au cimetière et de déterrer le corps de Zona. Cette même journée, le procureur s'en va chez le médecin qui s'est occupé de Zona et lui explique à son tour l'incroyable histoire qu'on vient de lui raconter. Et afin d'en être persuadé, plusieurs hommes sont appelés avec des pelles pour déterrer le corps de Zona et ils la placent alors sur une planche et le procureur et le médecin se retrouvent alors seuls avec son corps et ils commencent à l'examiner. Et après seulement quelques minutes, ils se regardent et comprennent alors que la mère de Zona a dit la vérité et que la mort de sa fille est bien plus sombre et bien plus mystérieuse qu'à première vue. Voici à présent le récit qui était rapporté par la mère de Zona au procureur et qui s'avérera du coup être la vraie histoire du sort terrible de sa fille. Vous allez voir qu'on va petit à petit entrer dans une partie un peu plus paranormale, et ce pour une bonne raison, puisqu'après l'enterrement de sa fille, la mère de Zona va commencer à sentir une présence très étrange quasiment chaque nuit. Elle peut pas s'empêcher de croire et ressentir qu'il s'agit effectivement de sa fille et que celle-ci tente désespérément d'entrer en contact avec elle pour lui dire quelque chose. Un mois va passer et chaque soir c'est la même rengaine. Des ombres apparaissent dans sa chambre et une présence dérangeante lui fait comprendre qu'elle n'est pas toute seule. Et tout va réellement basculer lorsque cette fois-ci, ce n'est plus des ombres qui apparaissent dans sa chambre, mais bien sa fille. Elle est complètement paralysée et terrorisée par la peur, mais ce qu'elle va rapporter plus tard au procureur va étrangement aider à faire avancer l'enquête. En effet, durant cette nuit, elle dit avoir vu sa fille vêtue d'un voile sombre et d'un teint pâle s'approcher de son lit et se tordre violemment le cou. Elle se serait ensuite contorsionnée dans tous les sens avant de disparaître avec sa tête retournée à l'envers. En gros, elle avait la tête dans le dos. Bien que cette apparition soit totalement subjective, la mère de Zona ne peut pas s'empêcher de penser que cette contorsion bizarre a quelque chose à voir avec sa mort. En parlant au procureur et au médecin légiste, un détail qui de prime abord semble anecdotique va alors prendre tout son sens. Lorsque le corps de Zona a été inspecté par le médecin, Erasmus n'a pas arrêté de lui caresser les cheveux et de tenir sa tête dans ses bras. Lorsque Zona a été enterrée, Erasmus lui a mis un foulard autour du cou et lorsque celle-ci a été exhumée, le procureur et le médecin ont fait une terrifiante découverte. Le cou de Zona était rempli de traces rouges qui laissent à croire que celle-ci a été étranglée et que Erasmus a tenté tant bien que mal de cacher ces traces depuis la découverte du corps de sa femme jusqu'à son enterrement. On découvrira plus tard que Erasmus, derrière ses airs de bon mari, était en fait un véritable monstre. Il frappait sa femme régulièrement, il l'engueulait pour un oui et pour un non, et la veille de sa mort, celle-ci lui avait cuisiné un repas qui n'avait pas plu du tout à Erasmus. Il s'est alors énervé et l'a étranglée si violemment qu'elle a décollé de sa chaise et que sa nuque a été disloquée. Ses voies respiratoires ont été réduites en bouillie et c'est ainsi que Zona est morte de ses blessures. Durant l'enquête, Erasmus a tenté tant bien que mal de cacher la vérité en faisant passer ses horribles crimes par de la tristesse et de l'amour pour sa femme. C'est ainsi que cette histoire se termine et je la trouve absolument incroyable. Déjà parce qu'elle mélange énormément de choses différentes. Du coup, il y a du meurtre, mais il y a aussi l'idée de croire que simplement une vision d'un fantôme, la mère de Zona a réellement réussi à élucider le crime de sa fille, mais il faut bien croire que c'est grâce à ça. Et le fait qu'on avait tous les indices depuis le début, où il caressait sa femme pour pas qu'on voit son cou, puis il lui a mis ensuite un foulard, et finalement on comprend tout ça, mais seulement à la toute fin, j'ai vraiment bien aimé. À présent les amis, on va directement passer à la prochaine histoire. Je sais pas si vous le saviez, mais il y a beaucoup de gens qui aiment à dire que mes vidéos sont fondées sur pas grand chose. Et que souvent mes histoires sont fausses et qu'il n'y a aucune preuve. À part bien sûr les centaines d'images que je mets régulièrement dans les montages et qui sont toutes des images d'archives tirées des enquêtes, mais bon, on va pas en parler de ça. Non, on n'en parle pas, arrêtez, on n'en parle pas. Sachez que cette histoire, elle est tellement incroyable et vraie
que vous pouvez concrètement interagir avec et aider le FBI à la résoudre. En effet, je ne sais pas si vous le saviez, mais le FBI a une section qui est dédiée uniquement à déchiffrer des messages ou des codes secrets, mais parfois ces preuves sont tellement compliquées à comprendre qu'ils décident tout simplement de les rendre publiques pour que des gens comme vous et moi puissent s'y intéresser et peut-être trouver des réponses à leurs questions. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette histoire. À la fin, je vous mettrai un lien en description vers le code, et si ça vous inspire quelque chose et que vous pensez pouvoir aider le FBI, vous pouvez littéralement les contacter et donner votre interprétation du code. Tout commence lorsqu'un certain Ricky McCormick se rend à l'hôpital se plaignant d'une douleur au poumon et des difficultés à respirer. C'est pas inhabituel pour lui puisque depuis toujours, il a des problèmes de respiration, des problèmes cardiaques et de l'asthme. Il explique aux infirmiers qu'il était tranquillement en train de travailler dans les champs lorsqu'il a eu énormément de difficultés à respirer et qu'il pense faire une crise d'asthme. Il est donc immédiatement pris en charge. Durant son auscultation, Ricky semble sur ses gardes, il se tourne à droite à gauche pour voir si personne ne le suit. Il a l'air effrayé. Il parle super rapidement et personne ne comprend rien. Et lorsque les médecins rendent leur verdict, il lui annonce qu'il n'a absolument rien. Son rythme cardiaque est tout à fait normal, sa respiration aussi, aucun problème dans sa tension ou son pouls. Bref, les douleurs que Ricky semble ressentir sont potentiellement plus mentales que physiques. D'ailleurs, il n'y a pas que les douleurs qui sont mentales, puisque Ricky est en fait assez connu dans les alentours pour ses inventions toujours plus loufoques. J'ai vraiment utilisé le mot loufoque, donc je suis considéré comme un vieux. Oh merde. En fait, Ricky, il avait pour habitude de dire aux gens qu'il était parfois un prince venu de loin, qu'il allait devenir docteur ou qu'il était en train de monter une carrière de chanteur. Et vous allez voir que dans la suite de l'histoire, ça va pas forcément jouer en sa faveur. Plusieurs fois, ses amis et sa famille lui ont conseillé d'aller voir quelqu'un, mais Ricky a toujours refusé, ce qui lui a valu de quitter l'école très tôt, de devoir travailler dans un job très mal payé, de vivre dans un quartier extrêmement dangereux de la banlieue de Saint-Louis et même de finir en prison pendant un certain temps. Pour revenir à notre histoire, le docteur revient voir Ricky quelques minutes après pour lui dire qu'il peut partir et qu'il n'a aucun problème de santé actuellement. Ricky a l'air stressé et demande au docteur s'il peut rester une nuit à l'hôpital, ce qui est bien sûr refusé. Le docteur lui donne alors une feuille à remplir et s'en va. Quelques minutes après, une infirmière vient récupérer ses papiers et voit Ricky dans son lit d'hôpital qui a l'air complètement dépité. Il lui explique qu'il ne sait ni lire ni écrire et qu'il aura besoin d'aide pour remplir le formulaire. Une fois terminé, il lui explique qu'il n'a vraiment aucune envie de partir de cet hôpital et qu'il n'a aucun endroit où dormir. Il lui demande alors s'il peut rester en salle d'attente et passer la nuit là-bas. L'infirmière, voyant que celle-ci était quasiment vide, elle décide de l'autoriser à y passer la nuit. Ricky se pose alors sur un siège, croise ses bras et attend simplement en fixant la porte d'entrée de l'hôpital. L'infirmière part alors pour continuer son travail et lorsqu'elle revient quelques heures après, elle s'attend à voir Ricky endormi, mais à sa grande surprise, il est toujours éveillé et n'a pas bougé de position. Il fixe toujours la porte d'entrée de l'hôpital comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Au final, Ricky passera la nuit dans la salle d'attente et le lendemain matin, plusieurs infirmières viennent le voir pour lui demander si tout va bien, ce à quoi il ne répondra rien du tout. Il fixera une dernière fois la porte avant de tout simplement partir sans prévenir personne. Une fois à l'extérieur, il se dirige rapidement vers une cabine téléphonique et appelle sa petite amie Sandy. Lorsqu'elle répond, elle comprend directement qu'il s'agit de Ricky et celui-ci lui explique qu'il était à l'hôpital et qu'il vient de sortir. Elle est inquiétée non pas parce qu'il vient de sortir de l'hôpital, mais du fait que ce n'est pas du tout la première fois qu'elle reçoit un appel de cette nature. En effet, quelques jours auparavant, Ricky a déjà été sorti d'un autre hôpital pour s'être plaint de symptômes qui n'étaient pas vrais, et depuis sa petite amie ne peut s'empêcher de penser que Ricky a effectivement des problèmes mentaux, et du coup qu'il mériterait quand même de voir un professionnel pour l'aider. Inquiète, elle lui demande naturellement de venir la rejoindre à son appartement, mais Ricky refuse catégoriquement. Il lui explique qu'il a d'autres choses à faire, sans lui préciser quoi pour autant, et lui promet qu'il passera une autre fois, puis il raccroche. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, plus personne n'aura de nouvelles de Ricky. Il y a bien un employé d'une station-service qui dit l'avoir vu 2 jours de suite, venir chercher de quoi manger, mais après ça, ni sa petite amie, ni sa mère, ni ses proches n'auront de nouvelles de Ricky. Il a complètement
disparu dans la nature. 3 jours plus tard, une dame est tranquillement dans sa voiture en train de conduire à côté d'un champ de maïs lorsqu'elle aperçoit quelque chose de très gros et très foncé caché dans les champs avoisinants. Elle décide de s'arrêter et d'aller voir ce qu'est cette étrange chose immobile, et lorsqu'elle comprend ce que c'est, elle remonte aussitôt dans sa voiture et fonce le plus vite possible à la première station essence qu'elle trouve et appelle la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur les lieux, ils font le même constat que cette dame. L'horrible chose qui stagne par terre depuis probablement plusieurs jours est ni plus ni moins que le corps en décomposition de ce qui semble être un homme. Le corps est ensuite amené au laboratoire et après une autopsie, il est identifié comme étant un certain Ricky. Plusieurs choses vont alors inquiéter les enquêteurs après coup. Déjà, la localisation du cadavre de Ricky est très étrange, étant donné qu'il a été retrouvé à quasiment 25 km de son domicile et que ce champ de maïs a en plus une réputation très sinistre. En effet, il est connu pour être la décharge de tous les corps résultant de meurtres et d'homicides dans la région. Autrement dit, c'est pas rare du tout de retrouver des cadavres en décomposition dans ce champ. Mais du coup, qu'est-ce que Ricky a bien pu faire pour s'y retrouver? Une dernière chose à prendre en compte, c'est que le corps de notre ami était en décomposition avancée, puisqu'il a été laissé en plein soleil, ce qui a fortement accéléré la putréfaction. Il est donc fort à parier que la personne ou les personnes qui ont voulu faire disparaître notre ami ont tenté d'effacer les preuves le plus rapidement possible. Une grosse enquête est alors lancée pour retrouver le meurtrier de Ricky, mais quelques jours plus tard, celle-ci est aussitôt refermée, expliquant que notre ami est mort de cause naturelle et qu'en gros, il ne fallait pas chercher plus loin. Ça pourrait s'arrêter là, et pourtant, vous allez voir qu'un élément très étrange a été complètement omis durant l'enquête et ne sera ressorti que quelques années plus tard. En effet, en 2009, on retrouve la trace d'un dealer qui aurait pu être inculpé dans le meurtre de Ricky. Et le FBI s'empare alors de l'enquête et il découvre dans les archives de la police un petit bout de papier très étrange qui n'avait encore jamais été étudié comme il le devrait. Ce mystérieux bout de papier est envoyé aux décodeurs du FBI qui comprennent tout de suite qu'il s'agit d'un indice extrêmement complexe. Celui-ci a été retrouvé dans la poche de Ricky et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais compris ce qu'il voulait dire. Vous pouvez actuellement voir à l'écran le code qui a été retrouvé lors du meurtre de notre ami. Et s'il y en a qui sont un petit peu doués en anglais, vous allez directement comprendre certaines phrases et certains mots, mais il y a aussi d'autres enchaînements de lettres qui ne veulent absolument rien dire. Et d'ailleurs, c'est ainsi que se termine cette terrible histoire, puisque personne n'a encore réussi à décoder cette énigme, et tant que ce ne sera pas fait, personne ne saura pourquoi Ricky a été retrouvé dans ce champ de maïs. Moi, ma petite théorie personnelle, c'est que comme il savait pas écrire ou lire, en fait, il a juste gratté un truc phonétiquement. Et c'est pour ça qu'il y a des phrases qui ont l'air vraiment d'avoir du sens et d'être de l'anglais, alors qu'il y en a d'autres, t'as l'impression que ça ne veut rien dire. Mais en fait, si tu les prononces phonétiquement, tu arrives à retrouver certains mots en anglais. Si vous avez une théorie, bien sûr, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires, mais aussi d'utiliser le lien dans la description qui va vous renvoyer directement vers le site du FBI pour leur transmettre vos théories, et peut-être que la communauté Julano viendra à bout de cette étrange énigme. J'espère que le récit vous aura plu, et on va passer à la prochaine histoire. La prochaine histoire, les amis, on va directement commencer avec Michael, qui est probablement la personne la plus perdu dans sa vie, comme on en a encore rarement vu dans les threads. Pour vous faire les grandes lignes de sa vie, il a quitté très tôt l'école pour passer ses journées à se droguer, puis a vite compris qu'il manquerait d'argent pour acheter ces substances illicites. Il a donc commencé lui-même à en vendre pour pouvoir en acheter pour sa consommation personnelle. Peu de temps après, il sera arrêté une première fois avec cette même drogue sur lui, qu'il avait l'intention de vendre, mais ne se présentera jamais au tribunal. La police émet directement un mandat d'arrêt à son nom, ce qui le fait partir de chez lui. Et petite précision, le chez lui, concrètement, c'était la rue et des bâtiments abandonnés. Donc ça va, il n'a pas perdu grand-chose. Et lorsqu'il arrive dans l'état de Philadelphie, il y fait naturellement du fromage à tartiner qui ressemble à du kiri, mais qui est vraiment moins bon. En arrivant à Philadelphie, il est à nouveau condamné pour avoir tenté de payer un policier
contre des faveurs sexuelles. Encore une fois, il ne se présentera pas au tribunal, mais ne vous en faites pas, il va très vite y retourner, puisque sa petite amie de l'époque se retrouve enceinte et lui demande une pension alimentaire, sauf que Michael n'a absolument pas un rond. Il gagne une misère au travers d'une agence intérim et décide donc de recommencer ses tours de magie et de disparaître jusqu'à ce que sa copine abandonne ses poursuites. Un soir, alors que Michael se regarde dans la glace et se rend compte que sa vie est un véritable désastre. Il n'a pas d'argent, pas de situation stable, et il décide alors de se remettre dans le droit chemin et de trouver un moyen de s'en sortir. Il décide alors d'aller voir les associés de la famille Bonanno, qui sont ni plus ni moins que la 5e plus grosse mafia italienne de tous les États-Unis. Michael, à quel moment c'est une bonne idée? La famille Bonanno l'apprécie énormément et décide de lui donner un travail très bien payé qui consiste à le faire bosser dans la Boiler Room. Il s'agit d'un petit groupe de mafieux qui appellent leurs victimes au téléphone et leur extorquent de l'argent en utilisant des tactiques de marketing très agressives. Et le pire, c'est que Michael est ultra bon là-dedans. Il est charismatique, les victimes ont confiance en lui et très rapidement il se rend compte de son talent et se dit qu'il gagnerait beaucoup plus d'argent s'il commençait sa propre boiler room. Michael se met alors au travail et le pire c'est que ça fonctionne super bien. La première année, il fait plus de 150 000 $ de profit, mais le karma va vite le rattraper puisqu'il se fait encore choper et cette fois-ci, c'est mort. Il doit rembourser l'intégralité de ce qu'il a volé et est condamné à 2 ans de prison. Néanmoins, il ne passera que 7 mois derrière les barreaux, mais cette expérience va radicalement le changer pour le mieux. Il se fait une promesse à lui-même qui est qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans une cellule et change complètement son style de vie. Il se met à aller à la salle tous les jours, il stoppe complètement sa consommation de stupéfiants et crée même une entreprise florissante et cette fois-ci totalement légale. Et à ce moment-là de sa vie, tout va pour le mieux, sauf peut-être pour la partie amoureuse puisqu'il trompe sa femme Maria avec une petite jeune du nom de Dahlia. Il se sépare alors de sa femme actuelle et emménage avec Dahlia. Et finalement, il se rend compte qu'ils sont très heureux ensemble. Vous allez voir que sa petite vie tranquille va rapidement basculer lorsqu'un matin, quelqu'un toque à sa porte et lorsqu'il ouvre, c'est la stupeur puisque devant lui se tient son officier de probation. Autrement dit, un policier qui s'occupe de contrôler si Michael reste réglo durant sa période de probation. Notre ami est tellement persuadé de son innocence qu'il dit directement au policier de rentrer et peu importe ce qu'ils ont envie de chercher, qu'ils le cherchent dans l'intégralité de la maison parce que lui, il peut prouver qu'il n'a rien à cacher. Et effectivement, ils ne trouveront rien chez lui. Il faut savoir ce qu'ils cherchent à ce moment-là, c'est de la cocaïne. Cette même journée, Michael et sa femme décident d'aller dormir à l'hôtel afin de se changer les idées. Et le lendemain matin, lorsqu'ils retournent chez eux, c'est encore une fois avec stupeur qu'ils remarquent plusieurs policiers se tenant devant leur maison. Cette fois-ci, on lui explique qu'un appel anonyme les aurait informés que Michael vendait de la drogue depuis sa voiture et qu'ils avaient du coup besoin de la fouiller. Et encore une fois, ils ne trouveront absolument rien. Nous sommes à présent 2 semaines plus tard et vous allez voir que les événements vont rapidement s'accélérer puisque Michael et sa femme rentrent d'un dîner au restaurant lorsqu'ils voient encore une fois la police devant chez eux et cette fois-ci, il leur explique qu'un appel anonyme aurait encore vu Michael vendre de la drogue et qu'ils ont besoin à nouveau de chercher sa voiture. C'est une situation qui est très frustrante pour Michael qui n'a vraiment rien à cacher et qui est vraiment juste saoulé de voir la police débarquer chez lui plusieurs fois par mois. Les policiers font encore une fois leur fouille, sauf que cette fois-ci, l'un d'entre eux revient voir Michael avec un sac contenant de la drogue. Et celui-ci a bel et bien été retrouvé dans sa voiture. Notre ami s'effondre en pleurs en suppliant la police de le croire et leur explique que malgré les apparences, il est tout à fait innocent et qu'il ne veut pas du tout retourner en prison. Malheureusement, celui-ci est en probation et la procédure normale voudrait que, effectivement, il retourne derrière les barreaux. Heureusement, une fois dans un trait d'horreur, les policiers ont réfléchi un minimum et le mec lui explique qu'ils ne l'arrêteront pas et qu'en effet, Michael a l'air réellement innocent et eux aussi pensent que quelqu'un essaie de lui faire porter le chapeau. Ils lui disent alors de retourner chez lui, de se mettre en sécurité et de leur côté, ils vont ouvrir une enquête pour savoir d'où viennent les appels anonymes. Plusieurs mois s'écoulent sans nouvelles des officiers. Et pour Michael et Dahlia, cette histoire d'appel anonyme est à présent derrière eux. Et pourtant, le pire reste à venir, puisque l'histoire s'apprête à prendre un tournant très dramatique. Un matin, lorsque Dahlia se lève très tôt,
pour se rendre à la salle de sport, sa séance est interrompue par un coup de fil venant d'un policier qui lui explique qu'il y a eu un incident chez elle et qu'il faut qu'elle vienne sur place le plus vite possible. Elle ramasse rapidement ses affaires et lorsqu'elle arrive dans sa rue, c'est la grosse douche froide. Il y a des policiers absolument partout, les gyrophares et les sirènes retentissent, des bandes jaunes ont été placées autour de son appartement pour empêcher les gens de rentrer et des policiers prennent des photos de sa porte d'entrée. Elle va alors demander des nouvelles de son mari et l'enquêteur chargé de l'enquête lui annonce l'horrible nouvelle. Des voisins ont appelé après avoir entendu des cris et des coups de feu dans son appartement et malheureusement, Michael a été assassiné. Dahlia s'effondre et est rapidement emmenée au commissariat afin de comprendre ce qui a bien pu se passer. Au début, il est très compliqué pour elle de parler puisqu'elle est complètement sous le choc. Mais après quelques heures, elle explique enfin aux policiers que des appels anonymes ont été passés quelques mois avant, essayant de faire mettre Michael en prison. C'est à ce moment que les policiers font entrer dans la salle d'interrogatoire un homme menotté et gardé par deux autres policiers. Il lui demande alors simplement si elle a déjà vu cet homme quelque part, ce à quoi Dahlia répondra par la négation, et cette scène, qui aura une importance capitale dans la suite de l'histoire, a été filmée et vous allez avoir la chance de pouvoir la visionner. Que s'est-il réellement passé? Pour le comprendre, il faut remonter lorsque Dahlia rencontre Michael et qu'elle établit alors un plan pour lui voler toute sa fortune. Vous l'aurez sûrement compris, Dahlia était l'appel anonyme. C'est aussi elle qui a mis la drogue dans la voiture de Michael afin de le renvoyer en prison et de pouvoir garder son argent ainsi que son appartement. Voyant que son stratagème ne fonctionnait pas très bien, elle a décidé de mettre en place un plan B et celui-ci consistait ni plus ni moins qu'à engager un tueur à gages pour assassiner Michael. Malheureusement pour elle, le tueur à gages qu'elle a choisi est en fait un policier sous couverture. Et ce policier, vous l'avez déjà vu, puisqu'il s'agit de la personne qui est entrée dans la salle d'interrogatoire. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un coup monté par la police pour essayer de piéger Dahlia en lui faisant avouer la vérité. Sauf qu'en fait, des preuves, la police en a déjà pas mal, puisque la prochaine vidéo que vous allez voir est tout simplement une caméra de surveillance cachée à l'arrière de la voiture du soi-disant tueur à gages, qui est en fait le policier sous couverture, et qui nous montre Dahlia lui demander de tuer Michael. La police a donc élaboré un plan digne d'un film, puisque non seulement Dahlia a été filmée par un policier sous couverture, mais en plus, le jour du soi-disant meurtre de Michael, une série très connue aux États-Unis nommée Cops était en ville pour filmer quelques épisodes. La police leur a alors demandé de venir avec de fausses voitures de police ainsi que des caméras pour filmer la scène où Dahlia rentrerait à la maison et retrouverait son mari décédé. Et vous vous en doutez, la production a accepté de jouer le jeu, et le matin où Dahlia est partie à la salle de sport, la police, qui était en fait dans les parages, a immédiatement réveillé Michael et l'a amené au commissariat afin de lui expliquer la situation. Durant ce temps, de fausses banderoles de police, des voitures ainsi qu'une fausse scène de crime ont été totalement orchestrées par les autorités ainsi que la production de Cops afin que la situation ait l'air le plus réel possible. Les équipes de l'émission Cops se sont alors cachées dans les buissons avec des caméras. Finalement, les policiers lui expliquent que tout a été orchestré et monté de toutes pièces et qu'elle va finir très rapidement en prison. Le plus drôle dans cette histoire, mis à part son jeu d'acteur absolument incroyable, c'est que le moment où elle apprend qu'elle va finir derrière les barreaux, et du coup qu'elle s'est bien fait entuber, a aussi été filmé, et je vous laisse donc apprécier ce moment de chais intergalactique. Les amis, j'ai trouvé cette histoire absolument incroyable. Du début à la fin, c'est vraiment un ascenseur émotionnel, et vraiment jusqu'à la dernière seconde, je n'aurais jamais pu imaginer que la police, avec l'aide d'une émission télévisée, aurait orchestré la fausse mort de quelqu'un pour en tirer des aveux. Finalement, des threads d'horreur, c'est pas forcément toujours du meurtre ou des choses horribles qui arrivent à des innocents, mais parfois c'est aussi juste une histoire incroyable qui finit bien et qui fait un peu flipper. Et c'est sur ces belles paroles que je vous propose de finir en beauté avec la dernière histoire. Et après, il y a le bonus, vous en faites pas.
Cette dernière histoire commence à Moscou, en Russie, qui est une des villes qui a la plus haute concentration de millionnaires du monde. Et pourtant, c'est à quelques kilomètres de là que commence notre périple, dans une partie beaucoup plus pauvre. C'est un quartier qui se trouve au sud de Moscou et il est tellement pauvre qu'il est surnommé le trou du cul du monde. Autrefois, il s'agissait d'un endroit où venaient y habiter les travailleurs d'usines de classe moyenne et qui avaient une réputation tout à fait correcte. Alors comment ils ont fait pour le transformer en trou de balle? Eh bien c'est après la dissolution de l'Union soviétique, plus précisément en 91, que les gens se sont retrouvés sans les moyens financiers pour partir et la ville s'est totalement effondrée dans le sens où, encore aujourd'hui, des milliers de personnes y vivent avec des salaires dérisoires dans des appartements datant littéralement de l'Union soviétique, avec une police qui marche au pot de vin, et du coup des conditions de vie absolument catastrophiques. Néanmoins, il y a une partie de cette ville qui est un petit peu connue dans les alentours, et c'est le parc de Bitsevsky. Il s'agit d'un endroit magnifique avec énormément de verdure et un contraste très étrange avec le reste de la ville qui est limite post-apocalyptique. Et c'est dans ce parc que va commencer notre dernière histoire puisque nous sommes au tout début des années 2000 et un phénomène très étrange terrifie les populations. Plusieurs personnes disparaissent mystérieusement et ont toutes un point en commun, elles ont fréquenté le parc de Bitsevsky peu de temps avant leur disparition. Elles ont plus précisément été vues pour la dernière fois, soit autour du parc, soit dans des régions très forestières du parc. Il faut comprendre qu'on parle quand même d'une dizaine de personnes qui semblent s'être évaporées du jour au lendemain, et ce dans une période de 3 mois. C'est simple, la population est tellement effrayée que les gens n'y mettent plus les pieds. Le parc est laissé limite à l'abandon, tout simplement par peur de ne plus jamais en ressortir vivant. Une enquête de police est rapidement ouverte, mais vous allez voir qu'elle va pas servir à grand chose puisque les personnes disparues étaient toutes des hommes venant du quartier pauvre de la ville et la conclusion de l'enquête est tout simplement qu'ils avaient trop bu. Et en gros, c'est de leur faute s'ils ont disparu. Petit problème, les disparitions ne s'arrêtent pas pour autant puisque fin 2001, c'est à présent 14 hommes qui ont disparu dans ce parc. Et jusqu'en 2005, ce n'est pas moins de 40 personnes qui ont disparu sans laisser de traces. Parmi ces personnes, 39 étaient des hommes et une seule était du coup une femme. Encore une fois, la police n'a rien voulu savoir, mais heureusement, l'histoire va prendre un tout autre tournant avec la disparition numéro 41, puisque contrairement aux autres victimes, celle-ci a pu revenir de cette forêt. Mais ne vous emballez pas trop vite. Nous reprenons notre histoire peu de temps après avec un certain Nikolai. Ce monsieur est un dur de dur. Il passe sa vie à boire, à fumer, c'est un vrai mec, il s'en bat un peu les coucougnettes de pas mal de choses, et notamment de cette forêt dont il n'a absolument pas peur. Et du coup, c'est dans cette optique qu'il va y faire une balade, dans une des parties où la forêt y est la plus épaisse, et vous le sentez aussi à mon avis, ça sent la merde. C'est normal, j'ai pété. Nicolas s'enfonce donc dans cette forêt, sauf que quelques heures plus tard, il n'en est toujours pas ressorti. Sa famille ne s'inquiète pas trop au début et décide d'attendre le lendemain pour vraiment commencer à se poser des questions. Et bien entendu, le lendemain matin, Nikolai n'est toujours pas rentré. Cette fois-ci, la situation commence à être un peu plus tendue et la famille décide directement d'aller voir la police qui, comme à leur habitude, les renverront chez eux avec un doigt du milieu. Nous reprenons alors notre histoire quelques jours plus tard, alors qu'un randonneur dans cette même forêt aperçoit quelque chose de foncé et d'étrange à côté d'un ruisseau. Interpellé par ce qu'il est en train de voir, il décide aussitôt de prévenir la police qui pour une fois va se déplacer et lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ce qu'ils voient par terre, c'est tout simplement le corps de Nikolai. Celui-ci est décédé et semble avoir perdu la vie dans des conditions atroces. Pour vous faire le topo, il a été frappé tellement fort à la tête qu'une partie de son crâne est ressortie et est du coup à présent visible à l'air libre. C'est à présent sûr que des meurtres ont bel et bien eu lieu dans cette forêt et la police s'attend rapidement à retrouver d'autres corps ayant connu le même sort. Et pourtant, à part Nicolas, les autorités ne retrouveront aucun autre cadavre, ce qui les ramène rapidement à leur point de départ. Les mois qui suivent, les rumeurs circulent que quelqu'un ou quelque chose errerait dans la forêt et que quiconque oserait s'aventurer à l'intérieur ne ressortirait jamais. Plus personne n'avait le courage d'y entrer
à part quelques téméraires qui malheureusement connaîtront un sort tragique. En effet, les mois qui suivent, la police continuera à retrouver des corps de temps en temps, éparpillés un peu partout dans le parc, et tous avec la même particularité que Nicolas, qui est qu'ils ont un énorme trou derrière la tête. À la seule différence que ces nouvelles victimes avaient une bouteille de verre enfoncée dans l'arrière du crâne. L'histoire continue quelques mois plus tard avec un personnage que nous n'avons pas encore introduit qui s'appelle Alexander. Celui-ci, lorsqu'il était jeune, jouait sur une balançoire et en tombant, s'est fait extrêmement mal à la tête et ses parents n'ayant pas les moyens de l'emmener à l'hôpital, Alexander vivra le reste de sa vie avec des difficultés à s'exprimer, à se concentrer, ce qui lui vaudra d'être la risée de sa classe puisqu'on le surnommait le débile. Cette information a l'air anodine et pourtant elle est très importante, puisque son grand-père, voyant qu'Alexander n'était pas bien du tout, décida de lui apprendre le jeu d'échecs afin de passer un peu plus de temps avec lui, et c'est là que la vie d'Alexander bascule complètement, puisqu'il explose son grand-père en moins d'une soirée. Malgré les apparences, Alexander est très intelligent, et du coup son grand-père décide de l'amener au seul endroit où l'on peut jouer aux échecs contre de vrais pros, le parc de Bitsevsky. C'est là qu'on y rencontre les amis de son grand-père qui sont eux aussi friands d'échecs et il passera les plus belles années de sa vie à jouer contre eux et se perfectionner. Et du coup, il attache un intérêt tellement fort pour le parc que lorsque les corps commencent à s'empiler, il n'arrête pas pour autant d'aller jouer tous les jours dans ce parc, quitte à s'y rendre en pleine nuit. Alexander travaille aussi dans un petit job dans un magasin et un jour, il rencontre une jeune femme qui lui plaît beaucoup. Durant sa pause cigarette, il décide d'aller l'aborder et la connexion se fait tout de suite. Les deux décident alors d'aller marcher dans ce fameux parc sans être inquiétés une seule seconde du danger, puisque je vous le rappelle, Alexander adore ce parc et le côtoie quotidiennement. Il se balade pendant plusieurs minutes et au lieu de retourner travailler, ils décident de rallonger leur petite pause et de s'engouffrer encore un peu plus dans la forêt, jusqu'à même totalement se perdre. Le soleil commence doucement à tomber et la jeune femme, avec qui tout se passait plutôt bien jusqu'à maintenant, en voyant qu'ils sont complètement perdus, se met bizarrement à pleurer. Et elle s'accroche même à un arbre. Alexander ne comprend pas bien la situation et lui demande qu'est-ce qu'elle fait. La jeune femme est toujours en pleurs, mais arrive à lui décrocher une seule phrase. « Est-ce que c'est toi, le maniaque du parc ?» Ce à quoi elle répondra tout simplement « Oui, c'est moi. » Elle lui demande alors « Vas-tu me tuer ce soir ?» Ce à quoi Alexander répond « Oui, je vais te tuer. » Faut comprendre qu'Alexander n'a jamais été attrapé par personne et c'est la première fois qu'une de ses victimes voit aussi clair dans son jeu. Avant de revenir à cette histoire, on va s'intéresser à comment Alexander a commencé à tuer et ça s'est fait très naturellement. En effet, il y a très peu d'indices qui tendent à expliquer son comportement et ses impulsions de meurtre, mis à part son coup à la tête. Et lorsqu'il avait 18 ans, des pulsions sordides commencent à l'envahir et il demande alors à l'un de ses collègues de classe de venir avec lui et de tuer quelqu'un. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, son ami va lui dire qu'il a lui aussi des pulsions étranges et qu'il aimerait essayer d'assassiner un innocent. Il se balade alors dans la forêt en quête de leur première victime et son ami commence à réfléchir aux conséquences et décide de simplement partir. Ce qui n'est pas du tout du goût d'Alexander qui va alors sortir un marteau et lui exploser le crâne. Il va ensuite trouver une bouche d'égout et jeter le corps de son camarade de classe à l'intérieur, qui fera une chute de 10 mètres avant de s'écraser au fond. Il faudra ensuite attendre 9 ans plus tard pour qu'Alexander invite un de ses meilleurs amis avec qui il jouait souvent aux échecs à venir voir la tombe de son chien qui apparemment se trouve dans la forêt. Une fois arrivé sur un sentier isolé, il sort un marteau et lui explose le crâne avant de le jeter dans cette fameuse bouche d'égout. Le plus horrible dans l'histoire, c'est que parmi toutes ces victimes, 2 ont réussi à ressortir de cette bouche d'égout en remontant à la surface et sont allés voir la police en identifiant Alexander comme étant leur agresseur, ce à quoi on leur a répondu que s'ils ne voulaient pas de problème plus grave, ils devaient simplement ne pas porter plainte et arrêter de venir les voir. C'est notamment grâce à cette injustice de la part de la police qu'Alexander a pu tuer une quarantaine de personnes supplémentaires. Et pour en revenir à notre histoire, son amie de travail ne s'en sortira pas vivante puisque malheureusement il a sorti un marteau
Il lui a aussi explosé l'arrière du crâne et lui a enfoncé une bouteille de verre vide à l'intérieur avant d'elle aussi la jeter dans la bouche d'égout. Finalement, Alexander sera arrêté par la police dans des conditions non expliquées, mais les enquêteurs trouveront néanmoins chez lui un échiquier. Et pour ceux qui ne savent pas, un échiquier à 64 cases. Et parmi ces 64 cases, 62 étaient remplies. Autrement dit, le but final d'Alexander était de tuer autant de victimes qu'il y a de cases sur un échiquier afin de pouvoir le remplir. Lors de son interrogatoire, Alexander expliquera en détail chaque conversation et chaque meurtre qu'il a commis et ira même jusqu'à leur montrer son mode opératoire dans le but d'attirer l'attention des médias et du public, allant même jusqu'à demander qu'on gonfle son nombre de victimes pour que les gens parlent encore plus de lui. Alexander est toujours en vie actuellement et il finira bien entendu sa vie derrière les barreaux. Dernière histoire incroyable, un peu gore, mais bon, j'aime bien terminer avec du lourd. Mais les amis, cette vidéo n'est pas tout à fait terminée puisqu'il reste encore une histoire à vous raconter. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Tout commence avant que j'aille vivre au Canada pendant 7 ans. J'avais un prof de sport quand j'étais au collège. On n'était pas forcément super proches dans le sens où c'était mon prof de sport. Et du coup, je suis parti vivre au Canada. Et lors de mon retour en France, 7 ans plus tard, j'ai eu besoin d'une voiture. Bien sûr qu'au Canada, l'essence, ça coûte environ 1,5 gramme. Donc en arrivant en France, je me voyais déjà rouler dans une fabuleuse voiture de sport. Et je me suis vite fait rattraper par la réalité qui m'a gentiment expliqué que si je faisais rouler ma voiture à l'or pur, ça coûterait sûrement moins cher. Je me suis donc mis en quête de trouver une voiture. Et il s'avère que mon tonton a un garage et qu'il avait une petite Punto qu'il venait tout juste de rentrer. Il n'y a que quand quelqu'un travaille dans un garage ou qui connaît quelqu'un qui travaille dans un garage qu'il peut utiliser la phrase « il vient de faire rentrer une voiture ». J'abuse donc allègrement de ce privilège. La voiture est franchement cool. Genre, elle est jolie et le mec qui a eu la voiture avant en a vraiment pris super soin. Donc c'est vraiment cool. Je regarde alors le nom de l'ancien propriétaire sur le papier et je me rends compte que je connais de quelque part ce nom. Et pour cause, en fait, il s'agit tout simplement de mon prof de sport de quand j'étais en France il y a 7 ans au collège. Le petit problème, c'est que ce prof de sport adorait la moto et qu'il était un jour allé en montagne pour se faire kiffer. Derrière lui se trouvait une voiture qu'il suivait et la personne dans cette voiture a vu mon prof de sport perdre connaissance et s'écraser contre la rambarde. Le monsieur sort alors de sa voiture pour aller l'aider et lorsqu'il lève la visière, il se rend compte qu'il s'agit de mon prof de sport qu'il connaît très bien étant donné que cet homme est tout simplement le principal de l'école. Aucun des deux ne savait qu'ils se suivaient, c'est du pur hasard, et la voiture que j'ai récupérée est celle de mon prof de sport d'il y a 7 ans qui est décédé. J'ai donc conduit sans le savoir la voiture de mon prof de sport qui est en fait décédé depuis quelques années. Bien sûr, je tairai les noms par respect, mais quelle histoire de dingue qui me fait toujours un petit pincement au cœur à chaque fois que je la raconte. Pour les puristes de l'auto, je tiens aussi à donner quelques informations supplémentaires sur la Punto. C'est une grande merde, ne la prenez jamais en diesel. Je l'ai même pas gardé 3 mois. J'espère que les histoires d'aujourd'hui vous auront plu. Si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à le faire sur mon Instagram, vous pouvez m'envoyer des petits messages, j'y réponds quasiment toujours. Si ça vous intéresse, il y a un lien vers mon Twitch en description, vous pouvez déjà vous abonner et je trouverais ça incroyable qu'on puisse partager des moments ensemble en live, ce qui donnerait une dimension vraiment différente qu'à travers les vidéos YouTube. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao. Et pour ceux qui se demandaient, maintenant que la vidéo est finie, je suis malade comme un chien et je pense que genre j'ai limite un accent du sud quand je parle. Vous me direz vraiment si c'est le cas, mais je crois vraiment j'ai un accent du sud parce que mon nez est bouché genre. Et il fait environ 8 millions de degrés dans la pièce et je suis déjà malade. Donc j'ai chaud. Allez, bisous.